Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, lendemain de victoire 2-0 contre le Stade Rennais. L'OGC Nice est pour une deuxième semaine consécutive en tête du championnat leader. On n'a peur de rien. Voilà, venez nous chercher cette année pour le titre. Le PSG est derrière nous, l'AS Monaco est derrière nous. Personne ne nous fait peur véritablement. On va pas s'enflammer pour autant. On va revenir en détail sur le match, sur les différents faits de jeu, sur les dispositifs, sur l'actualité autour du Stade Rennais, parce qu'on a pas mal de choses à dire, mine de rien. Mais patience, on se calme. On va déjà dans un premier temps accueillir nos chroniqueurs du soir. J'ai le plaisir déjà d'accueillir Romain, qui s'est autoproclamé l'élu, voilà, de la communauté de l'OGC Nice. Je vous laisserai juge de cette autonomination. Mais comment vas-tu, Romain? Bah, très bien, et puis je trouve ça basique et normal. Voilà, je l'ai lu, c'est juste la normalité par rapport à mon standing. Voilà. Donc, ça, non, ça me fait très plaisir d'être là. Et, et puis très plaisir d'être en haut de la Ligue 1 et de maltraiter tous ceux qui sont derrière nous, quoi. Voilà, donc ça me fait plaisir. Matt qui nous signale qu'on est sur un retour de Romain dans l'émission, un énième. Donc, Oui, voilà, oui, voilà. Toujours un retour. Moi, voilà, je fais des apparitions, mais apparemment qui rentrent pas dans les annales, quoi. j'en profite pour saluer Matt, Nissardetta, Nessie et les personnes qui sont arrivées sur le chat. Bienvenue à vous et prenez place pour, on va dire, une bonne heure d'émission. C'est sa première dans le Club Pancho. Vous le connaissez sans doute si vous êtes assidu de YouTube ou de Twitter. C'est Tonissa qui fait ses premiers pas pour une émission royale, j'ai envie de dire, pour débriefer d'une victoire déjà. Comment tu vas, Tony? Bah écoute, ça va super en tout cas. Merci pour l'invitation. Parce que depuis le temps que je devais passer dans ton émission et à chaque fois je pouvais pas, eh ben, ça fait plaisir surtout pour débriefer un OGC Nice qui est en ce moment exceptionnel. On peut le dire, exceptionnel. Forcément, qui dit émission, qui dit Club Pancho, sous-entend la présence d'un supporter adverse. Je l'ai teasé un peu dans l'introduction. Il s'agit bien de Léo, qui est chroniqueur dans le média Radio Roison, que vous connaissez sûrement, et animateur de Rond Central. Alors, Rond Central, pour le coup, là, je le recommande vivement. Alors, Radio Roison aussi, hein, mais Rond Central, par rapport aux invités, hein, les derniers invités en question, il y a eu Florent Gautreau de RMC et Damien de la Santa, que les Niçois connaissent, ancien adjoint de Christophe Galtier à l'OGC Nice. Comment ça va, Léo? Bonsoir Pancho, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour discuter foot, hein. Ce que j'ai mis dans ma petite présentation pour annoncer le live de mon côté, on n'est jamais rassasié de parler football. Donc même si ça va pas dans mon sens ce soir, comme depuis pas mal de temps d'ailleurs sur le déroulé de cette saison, eh ben, je suis très content d'être parmi vous pour qu'on puisse discuter du match, puis de football en général. Ouais, tout à fait. Donc, bon, rappel du score, victoire 2-0 de l'OGC Nice. Hier soir, une ouverture du score en fin de première mi-temps de Jérémy Boga. Et puis, j'allais dire un but de Sofiane Diop, mais officiellement, on est plutôt sur un CSC de Mandanda qui s'est d'ailleurs blessé. J'ai vu passer une information incertain contre le Pana et contre l'Olympique lyonnais. Avec la Sud dans le dos, je pense que ça a refait la soirée de beaucoup de personnes. Malheureusement pour le portier rennais. Mais déjà, peut-être dans un premier temps, messieurs, votre ressenti, on va commencer par toi, Romain. L'OGC Nice qui enchaîne une victoire 2-0. On va rappeler les choses qu'on répète depuis ces dernières semaines, mais ça n'arrête pas pour autant. Meilleure défense, toujours pas menée. Paris Saint-Germain, Monaco, Marseille, maintenant Rennes. Les grosses équipes qui se cassent les dents contre nous. On nage en plein bonheur, Romain. Ah bah, clairement, pour moi, juste pour commencer là-dessus, le seul point noir, ça a été l'affluence. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y ait autant de sièges vides. Mais sinon, non, c'est que du bonheur, que du régal. Surtout que le match d'hier, il était quand même plutôt sympa à regarder, je pense. Enfin, en tout cas, vu du stade, ça bougeait bien des deux équipes, enfin, des deux côtés. Et non, bah après, encore, on voit que tout le monde est au diapason. Et si en plus maintenant on arrive à commencer à trouver des schémas de jeu et à se créer des occasions, bah écoute, voilà, le bonheur
va être complet, mais en tout cas, c'est pour moi, après on aura peut-être un petit débat, mais pour moi, c'est une victoire logique hier de l'OGC Nice. Tonissa, tu le disais, un gym en ce moment qui est exceptionnel. C'est dur à imaginer quand on pense aux derniers mois vécus autant sur le terrain qu'en interne. Mais aujourd'hui, on récolte aussi les fruits du travail entamé par Didier Digard dès le mois de janvier et de Florent Ghisolfi et toute la cellule, on va dire, en interne. Quel plaisir de voir notre OGC Nice en haut du classement. Et en déplaise à de nombreux médias nationaux, c'est mérité de voir l'OGC Nice leader de Ligue 1. Bah, c'est mérité dans le sens aussi où ça fait pas mal d'années qu'on galère, enfin, l'année dernière, on a quand même morflé. Tu te retrouves avec une équipe affaiblie, des changements de coach, et puis tu arrives avec un mercato où tu vois que tu n'as pas beaucoup d'arrivées, tu as pas mal de départs, et là tu te dis est-ce que l'équipe va être compétitive, ne serait-ce que sur la Ligue 1. Et je pense qu'on peut remercier évidemment tout ce qu'a pu faire Didier Digard en amont la saison dernière, parce que je pense que c'est en grande partie grâce à lui, et puis le travail qu'a entamé Farioli, qui prouve que c'est le coach fait pour l'Olympique Nice et cette mentalité italienne qu'il a réussi à apporter, qui apporte un petit peu de nouveauté au sein de l'équipe. Oui, tout à fait. Bon, Léo, pas la même soirée du côté du Stade Rennais. Nice contre Rennes, un dimanche soir. C'était une belle affiche. Déjà, toi, ton ressenti bon, du match de manière générale et de la prestation du Stade Rennais. Comment est-ce que tu as trouvé la prestation de ton équipe hier soir? Je t'aurais dit avant la 44e minute, il y avait motif d'espoir pour nos joueurs, pour le Stade Rennais. Avant même le début du match, il y avait très très peu de confiance et aussi, ouais, énormément d'incertitudes, notamment après ce qui s'était passé de notre côté au Rosen Park face à Strasbourg. Je m'étais d'ailleurs pas gardé d'avancer clairement que je ne voyais pas dans quel monde on allait ramener un point de l'Alliance Riviera par rapport à ce qu'on avait pu voir face à Strasbourg, où c'était censé être un match qui allait nous libérer un petit peu de pas mal de choses, un petit peu de poids, d'une liberté offensive qu'on n'arrivait pas à retrouver. Et ça s'est pas passé comme ça a été même tout le contraire. Donc aucune vraie confiance à l'idée d'aborder le match face à Nice et sa défense très solide qu'on connaît, notamment. Et cette première mi-temps, globalement assez intéressante. Il y avait un petit peu de mieux. C'était pas le renouveau tactique, c'était pas le renouveau dans l'animation offensive. C'était pas le Stade Rennais 2021-2022 que beaucoup de supporters, comme moi d'ailleurs, espérons revoir un jour. Mais voilà, il y avait des choses intéressantes. On a retrouvé un petit peu de liant offensif avec le retour de Martin Terrier. D'ailleurs, joli symbole parce que Mhm. il se blesse gravement face à vous l'an passé chez nous. Et le voir de retour en tant que titulaire face à Nice, c'était un joli petit clin d'œil, un beau symbole. Et cette première mi-temps, globalement, côté Rennais, moi je l'ai trouvée assez intéressante, avec un petit peu plus de mouvement offensif, un dispositif tactique qui a été un petit peu remanié pour remettre certaines individualités dans de meilleures conditions. Je pense à Bourigeaud notamment, qui est en grande difficulté depuis le début de la saison au milieu de terrain, qui a été repositionné à droite. Il y a eu quelques mouvements où ça pouvait bouger avec Blas notamment, mais voilà, des choses qui pouvaient être sympathiques par séquence à regarder. Mhm. Mais le problème en fait est resté le même. Toujours autant de manque de tranchants offensifs et forcément, le Stade Rennais et sa fébrilité défensive se font rattraper et une erreur défensive et c'est ficelle. Donc là, on l'a vu avec Assignon à la 44e. Qui permet d'ouvrir le score et derrière forcément, d'autant quand c'est Nice qui ouvre le score, c'est encore plus compliqué pour revenir et vous avez su faire aussi le dos rond pendant toute la deuxième mi-temps, sans dire que vous avez mis le bus, hein, parce que ce serait quand même assez sévère de dire ça. Ah ben, j'ai des Euh, stats à l'appui qui montrent qu'en tout mm. cas l'OGC Nice n'a pas mis le bus. Mais je te laisse finir, vas-y Non, Léo. non, mais j'ai pas le sentiment qu'en tout cas sur la deuxième mi-temps, il y a eu un bus demi. C'était une équipe qui était, qui était sûre de ses forces. Et puis Rennes a surtout en fait pas cherché vraiment à mettre Nice en difficulté. C'est une équipe qui, malgré le fait d'être menée 1-0, voire même 2-0, donc après ce coup franc de Diop, marchait sur le terrain, jouait comme si elle menait 2-0. Moi, j'ai eu du mal à comprendre ça. Donc, il y a eu quelques faits de jeu
dans un sens comme dans l'autre qui ont fait que, mais ça n'a pas changé la tournure du match globalement. Et à la fin, le résultat sur l'entièreté du match reste plutôt logique. Alors justement, Léo, garde la main. On a parlé un peu en off de la conférence de presse d'après-match de Bruno Genesio qui dit en gros hein, que Rennes aurait dû être devant à la mi-temps. C'est quelque chose qui a fait réagir, du moins dans la communauté de l'OGC Nice, parce qu'on a le sentiment, moi j'étais devant ma télé, que Nice a bien, j'ai noté, hein, euh, 4 occasions franches en plus du but. Euh, voilà, quel est ton ressenti par rapport à cette déclaration-là? Nice a effectivement plusieurs occasions franches. Rennes en a deux ou trois effectivement de mémoire. Je pense à celle de Blas, je pense à l'action d'Assignan sur son côté, mais on retrouve toujours ce manque de tranchant offensif. Dire que voilà, la déclaration de Bruno Genesio, je ne le trouve pas complètement à côté de ses pompes. Maintenant, ce serait plus, comme je te le dis en off, hein, dire que Rennes aurait mérité de devant aurait été sévère pour Nice. Pour moi, le score logique à la mi-temps aurait été un score de parité. Un vrai score de parité, mais je pense que Bruno Genesio s'est raccroché aussi à ce qu'il avait pu voir de bon dans cette première mi-temps, notamment parce qu'on est dans un système où offensivement, on est en manque de repères, on est en manque de confiance, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et c'était peut-être la première mi-temps. Alors, il y a eu celle de Lorient qui était très intéressante, où encore une fois, on a manqué de tranchant total. Mais c'était une première mi-temps qui semblait non pas aboutie, mais voilà, somme toute assez intéressante dans le contenu. Et bah, c'est certainement ce qui l'a amené à penser que voilà, on aurait pu mériter d'être devant. Plus parce qu'aussi il y avait cette équipe, notre équipe rennaise qui a joué quand même assez haut sur le terrain avec des séquences encore une fois très intéressantes. Là où Nice a, sur cette première mi-temps notamment, je trouve, excellé en transition offensive avec une très bonne utilisation de la profondeur. Peut-être que ça a biaisé aussi le regard de Genesio. Le jeu qui était peut-être plus au compte de Rennes sur cette première mi-temps, qui s'est inversé par la suite, c'est possible. Romain, tu disais que la victoire était méritée au global. Quel est ton ressenti sur le match? On a quand même le sentiment que ce match, j'ai comme l'impression que dans l'attitude, dans la production offensive, on est sur un match référence parce que la semaine dernière, on joue Clermont, c'était pas une grande adversité, on va pas se le cacher. Il y avait beaucoup de mieux offensivement. Maintenant, là, on a quand même un adversaire de la taille du Stade Rennais qui est un candidat à l'Europe et tu arrives quand même à remporter la rencontre sans pour autant que ce soit un hold-up, tu vois. Je pense au match de Marseille, je dis pas que c'est un hold-up, mais ça se joue sur un Presque. coup de pied Ouais. arrêté. Tu vois, Aubameyang aussi, il la met au fond. voilà, il y a des occasions à l'appel, notamment Ismail Assar qui rate énormément. Mm. Là, j'ai l'impression qu'au global, même dans les stats, c'est pas pour aller à l'encontre de ce que dit Léo, hein, parce on a chacun un Mm. ressenti par rapport au match. Mais toi, ton ressenti sur la globalité et sur le jeu proposé par l'OGC Nice. Bah, non, moi là où je rejoins pas Genesio, donc déjà rien qu'en parlant de Genesio, c'est que déjà au bout de 4 minutes de jeu, il doit y avoir un zéro. Parce que Thuram, il loupe. J'ai pas revu hein, son action qui rate, mais quand il fait sa percée en début de match, pour moi, il doit la mettre au fond parce il a le temps, il est pas attaqué. D'ailleurs, très bizarre. Mais comment ça s'est déroulé, mais en tout cas, il n'est pas attaqué. Et pour moi, il doit la cadrer, au moins la cadrer, et normalement, ça doit faire filer. Et après, on a l'action de Boudaoui. C'est vraiment une action ouais, très franche aussi. Et la deuxième de Thuram. Rennes, certes, a eu des opportunités, mais je les trouve moins franches que nous. C'est surtout des ballons en retrait. Après, ouais, c'est très mal négocié, mais bon, des ballons en retrait sur frappe aux abords de la surface, c'est toujours un peu compliqué quand il y a des joueurs devant, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense que mine de rien, en termes d'occasion, on méritait d'être devant et surtout en deuxième mi-temps, tu dois plier le match sur rien que l'action de Boudaoui ou sur le crochet de Boga. Enfin bref, tu dois plier le match. Mais, euh, mais après, au niveau de la prestation offensive, non, je l'ai trouvé vraiment, c'est vraiment cohérent. Je trouve qu'on a juste manqué un tout petit peu, même si les transitions étaient beaucoup mieux que précédemment. Mais sur certaines phases, Rennes restait à deux derrière
Et Mofi, jamais il a été trouvé dans la profondeur. Alors qu'on sait qu'il attend que ça. Et j'ai l'image d'une action où Rennes attaque et on part en contre. Et je crois que c'est Boudaoui, il me semble, hein, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est Boudaoui qui lance pas Mofi. Et en fait, il y avait des sacrés boulevards. Et je pense que même si on a bien traité l'animation offensive, les transitions, etc., je pense que en jouant un peu plus direct, on pouvait encore peut-être faire un peu plus mal et jouer avec les qualités de Mofi. Et par contre, moi, ce que j'ai aimé sur le but, le premier but, bon, hormis, bon, c'est un peu un coup du sort, mais non, c'est Mofi qui, pour une fois, c'est bien, ils ont alterné entre Laborde et Mofi. Et ça, je sais pas pourquoi ils le font jamais, jamais pendant le match. Là, c'était certainement une circonstance où, voilà. Mais j'aimerais tellement des fois que Laborde et Mofi ils alternent pour que bah, Laborde puisse peut-être toucher un peu plus de ballons, plus proche de la surface, Mofi qui fasse plus jouer sa vitesse, lancer en profondeur, tu vois. Et sincèrement, en tout cas sur le but, il te fait un sacré contrôle. Et bon après, là, il y a une erreur défensive de Rennes, mais en tout cas, il Il y en fait a deux. un beau travail. Ouais, ouais, ouais. Il y a une deux entre celle de Ouais, Truffert qui laisse Mofi centrer tu et parles de laquelle, Assignon. la première? Bah, le but Ouais, de ouais, voilà. Boga. Entre Truffert qui laisse Mofi rentrer intérieur Ouais, et Assignon qui se craque. Assignon, effectivement, c'est un coup du sort, mm, mais le comportement défensif de Truffert, il est blâmable à 1000%. ouais, Il n'a pas le droit, il a pas le droit de laisser c'est Mofi vrai, rentrer comme ça, c'est c'est vrai. impossible. C'est bien, Romain, Mm. que tu parles de Mofi parce que t'as pas été le dernier, on va dire, à le critiquer aussi, mais tu avais aussi Mhm. tes raisons. On va demander l'avis à Tony concernant le match de Terem Mofi qui, certes, n'a pas marqué. Je sais pas s'il est crédité de cette passe décisive sur le but de Boga, il semblerait. Donc on peut dire qu'il a staté, mais un match très intéressant dans le jeu de haut but. Il a totalement épuisé l'axe droit et surtout Omari dès la première minute dès les premières minutes de jeu. Enfin, quel est ton regard, Tony, sur le match de Mofi hier soir? Est-ce que c'est pas ce genre de match-là aussi qu'on est en droit d'attendre d'un numéro 9 de l'OGC Nice, même si, on le sait, c'est plutôt un joueur, on va dire, de transition. Et là, on l'a trouvé plus souvent dans un autre contexte. Enfin, du moins, c'est mon ressenti. Et le tien. Ouais, moi sur Mofi, je trouve qu'il a fait un match très intéressant hier. On l'a vu dans un autre registre plutôt que dans les autres matchs où vraiment il est dans l'axe et tout ça. Euh, alors effectivement, il marque pas, mais il pèse sur les défenses. Et je trouve que ça, c'est très important. Il a un abattage physique qui est énorme. Dos au jeu, il arrive à se recentrer pour aller vers l'avant, pour mener l'équipe vers l'avant. Euh, et après, c'est vrai que sur la permutation, l'abord de Mofi, moi, je serais même plus sur une titularisation de Laborde dans l'axe. Parce que pour moi, Laborde n'a rien à faire sur le côté droit. Je trouve que c'est un gâchis et que Mofi, lui, de son côté, arrive à trouver beaucoup plus d'espace et dans la profondeur, il peut faire beaucoup mal sur l'aile droit. Et pour moi, Laborde, vraiment, c'est un renard des surfaces. Il attend juste quoi? Qu'il ait le ballon sur la tête, qu'il ait le ballon sur le pied et la pousser au fond. Et il n'a pas cette vivacité que peut peut-être avoir Mofi et il a beaucoup moins les capacités physiques de pouvoir résister et de pouvoir aller au duel et au contact avec les défenseurs adverses. Donc pour moi, Mofi, un match très intéressant. Après, blâmer la board sur ce match, ça paraît compliqué parce que voilà, il se donne toujours. Il est à 100% dans le match tout le temps, même s'il fait des erreurs, s'il perd la balle. Mais je pense qu'il va falloir peut-être que Farioli change sa tactique par rapport au placement des deux attaques. Romain, ton avis, est-ce que c'est envisageable pour toi d'imaginer une permutation durable et définitive d'un Mofi à droite et d'un Laborde dans l'axe? Pourquoi pas, mais même sans parler de durable, quoi, que ça se passe 4, 5 fois dans le match, ce serait plutôt pas mal. Parce qu'au bout d'un moment, la board, déjà d'une, peut-être que ça lui permettrait peut-être de récupérer, de souffler un peu. Et comme je te dis, Mofi, je sais pas, t'as un ballon en profondeur comme il peut avoir
l'aborde quelques fois dans le match, bah, je sais pas, tu sais, c'est redonner cette petite confiance aux joueurs. Et après, une fois qu'il reprend l'axe, bah, c'est de se dire, putain, j'ai fait un bon truc sur le côté. Enfin, tu vois, c'est pour mettre dans des bonnes dispositions. Des fois, franchement, ça peut être frustrant pour Mofi quand même, parce que là, il a joué dos au but. Pour moi, je l'ai trouvé beaucoup plus cohérent que sur ses dernières sorties. Peut-être que son stage aussi un peu sur le banc, ça lui a peut-être fait un peu du bien. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, juste quelques permutations en plus, tu vois, Mm. pour créer bah, je sais pas, cette surprise Mm. de l'adversaire. Et puis pour mettre une banderie, bah, on a vu que Truffert, il n'a pas été à l'aise sur ce coup. Et ben voilà, remettre encore un truc, parce que on voit que la board, quand il essaye de déborder, quand il essaye de prendre, il peut pas prendre de vitesse, c'est pas possible. Donc, je sais pas, avoir euh, créer cette surprise en créant bah voilà, ce genre de choses. Mais peut-être que ça viendra, hein. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mofi sur un côté pendant une période de match et la board devant. Moi, ça m'irait totalement. En tout cas, c'est parlant de voir que l'un des rares moments où Mofi dézone, il est décisif et apporte justement ce côté un peu imprévisible qui manque, du moins qui manquait sur les dernières semaines à l'OGC Nice. Euh, Léo, le match de Rennes prend aussi effet dans un contexte pas forcément très, très positif, du moins pas à la hauteur des attentes du Stade Rennais. Le mercato a été ultra ambitieux, du moins sur le papier. Peut-être d'ailleurs qu'il est incomplet. Enfin, tu vas nous dire ce que tu en penses. Et ce qui a été marquant naturellement sur ce match-là, alors j'ai un peu regardé le match de la semaine dernière contre Lorient. Omari est passé au Strasbourg. il y a 2 semaines Lorient, il y a 2 semaines, Ah, ouais. c'était il y a Ok. 2 semaines contre Ouais. où Omari fait un match très très compliqué. Et là, en Mm. fait, ce qui est troublant et en même temps difficile à encaisser, c'est que dès la 3e ou 4e minute, en fait, la première situation, je crois que c'est Omari qui se fait complètement dépasser sur l'action de Thuram, il me semble, qui se fait complètement dépasser. Derrière, c'est Assignon qui entraîne le but. Donc, la semaine d'avant, c'est Mandanda. Il y a 15 jours, c'est Omari. Enfin, euh, et puis, quand tu regardes l'âge des 4 derrière, c'est 18 ans pour Bélocian, 23 pour Truffert, 23 pour Assignon. Enfin, ça semble très jeune. Est-ce que pour toi, il y a eu un raté du mercato ou est-ce que c'est des choix aussi tactiques de mettre, par exemple, Théâtre sur le banc? Est-ce que c'est justifié selon toi? Alors, je sais pas trop par où commencer. Il y a beaucoup de questions. Si je dois commencer par le mercato et les choix qui ont été faits défensivement, moi, de toute façon, j'ai toujours tenu une posture de défense des choix de mon club. En l'occurrence, comptablement, numériquement, avant cet été, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'effectivement, on n'avait pas besoin de recruter défensivement. Parce que j'imaginais notamment le cas Omari après 2 saisons pleines en Ligue 1, prendre beaucoup plus de galons et nous proposer sa saison. Pour moi, ça allait être la saison d'Omari, non pas une saison de la révélation, mais une saison de la confirmation. Il en est tout l'inverse. Sur le choix, Assignon à droite qui prend la place de Traoré et qui n'est pas suppléé derrière par un joueur d'expérience. Le club a décidé de faire confiance à Gueladoué. Pour l'instant, le choix du staff s'avère normalement être payant, globalement. Un début de saison un petit peu compliqué pour Assignon, qui a eu du mal à se mettre dedans, qui depuis le match de Lille s'est bien lancé. Là, c'est 2 matchs qui sont un petit peu plus compliqués. Effectivement, il a été en difficulté face à Boga, il a eu un match compliqué face au Pana, mais dans l'ensemble, ça reste une jolie montée en puissance de la part d'Assignon, qui à mes yeux était inévitable. J'ai vraiment les Rennais qui sont dans le chat, il y en a quelques-uns, je les ai vus. Pour ceux qui me suivent, le savent. Moi, je suis un fervent défenseur de ce gamin et pour moi, il a toutes les qualités pour s'installer durablement au poste d'arrière droit. Derrière, le choix de ne pas le remplacer, en tout cas le choix de ne pas le mettre en concurrence avec un joueur d'expérience, c'est osé de la part du club, on est d'accord. Mais pour l'instant, c'est payant parce que les quelques interventions qu'a pu faire Gueladoué dans ce rôle de doublure d'arrière droit s'avèrent être tout à fait correctes. Maintenant, sur la défense centrale, effectivement, il manque peut-être a posteriori ce fameux joueur d'expérience. Mais quand on regarde le différentiel d'âge, parce que c'est vrai qu'on parle d'âge, on parle beaucoup d'âge,
Todibo, il a 1 an de plus qu'Omari. Et pourtant, on voit mais des prestations de l'un et de l'autre qui sont à des années-lumière. Est-ce que c'est parce qu'il y a un joueur d'expérience comme Dante qui est à côté de Todibo? Peut-être. C'est peut-être pas du cassage, je ne sais pas. Pour moi, l'âge, ça résume pas tout. La preuve en est que Januel Bellossian, qui a pris la place de Arthur Théat depuis 3 matchs, bah, je l'ai trouvé sincèrement plus convaincant que Arthur Théat depuis le début de la saison. Et pourtant, ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'Arthur Théat, moi, je mettais énormément d'espoir sur lui. Et l'année dernière, je le défendais beaucoup. J'étais vraiment dans une optique de Arthur Théat va être potentiellement le nouveau Naïef Aguerd du Stade Rennais. Je le sentais, j'y croyais. Et bah, je suis en train de me rendre compte progressivement que je me suis trompé, vraiment trompé. Et son début de saison, à mes yeux, le prouve parce que pour moi, il n'est pas au niveau. Et le fait qu'il soit remplacé par Januel Bellossian, qui montre beaucoup je trouve, de sérénité et plus d'assurance que Théat dans ce rôle de défenseur central, ça. Je sais pas, il a 18 ans, Bellossian, et Théat en a 22 ou 23, quoi. Donc au final, avec 5 ans d'expérience, là où on devrait attendre un Théat avec beaucoup plus affirmé, plus de solidité, etc., on se rend compte qu'il est dépassé par le gamin. Donc au final, effectivement, cette défense rennaise, elle est très jeune. Il y a eu des choix, ils sont assumés. Maintenant, le club sait à quoi il s'expose. Pour l'instant, les supporters sont en train de leur tomber dessus. À juste titre peut-être, effectivement, parce que les errements, ils viennent notamment d'Omari. Bon, là, c'est Assignon. Il y a eu un peu d'Assignon depuis le début de la saison. Mais au club d'assumer ce choix-là, je sais pas trop quelle posture prendre. Moi, je reste défenseur de la posture du club. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Défensivement, on ne défend pas à 4. C'est toute une équipe qui défend. Et il y a beaucoup de choses, de manière plus globale, qui sont très questionnables dans l'animation défensive des Rennais. On a une question Ça de ne se résume pas qu'à la ligne défensive. Ouais, vas-y, Moi, juste vas-y, Romain. pour parler du mercato rennais, moi je l'ai trouvé super bon, mais par contre, tu vois, après c'est un œil extérieur, hein, je regarde pas je regarde pas tous les matchs du Rennes, mais j'aime bien cette équipe. Et moi j'étais très surpris qu'ils prennent personne derrière, tu vois. Moi d'un œil extérieur, en tout cas, je me disais, putain, ils vont prendre quelqu'un, c'est sûr, une sorte de taulier entre guillemets. Et qu'ils aient pris personne. Cash, hein, on parle beaucoup avec mon cousin, mais on s'est dit, putain, c'est trop dommage parce que ils ont à toutes les lignes des super joueurs. Et pour moi, je trouve que derrière, ça reste un petit peu léger. Donc après, moi, je les connais pas comme toi, Signon, Omari, enfin tous ces joueurs, je les connais pas comme toi. Mais c'est vrai que avoir un bonhomme, tout à l'heure tu parlais de Dante et Todibo, pour avoir 2-3 échos. Todibo a énormément appris de Dante au niveau de la folie, parce qu'il était très foufou, et Dante, il a réussi énormément à le canaliser. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire la diff, un joueur pour un peu driver tous les jeunes, parce que qu'ils aient de la qualité, j'en doute pas. Et si vous gardez la même ligne défensive pendant 1 an, voire 2 ans, c'est clair qu'au bout d'un moment, ça va payer. Mais c'est dommage qu'en mettant autant d'argent dans un mercato, de pas mettre un vrai taulier derrière. Mais après, bon, c'est un choix, c'est une stratégie. Peut-être ça va s'avérer payant. Hein. On n'est qu'au premier tiers du championnat. Le club a fait le choix de positionner un recrutement sans forcément mettre des ronds, hein, mais sur Matic devant la défense, en sachant que tu avais aussi la présence de Mandanda derrière. Donc, tu te retrouves quand même avec une espèce d'équilibre qui fait que le choix peut être justifiable, d'autant que tu avais le compte numériquement. Mais la position des supporters qui avancent qu'il fallait forcément recruter un joueur d'expérience. Je l'entends et franchement, je l'entends et je la respecte, mais pour le coup, le club n'a pas été inactif sur les défenseurs centrales de tout le mercato. On était à ça de re-signer Naïef Aguerd. Il y a eu des rumeurs sur Sanchez de Tottenham. Après, il y avait des choix qui étaient discutables, hein, mais il y a eu aussi, et je le vois, c'est Valzer qui lit dans le chat, qui est un Rennais également, qui parle de Saïs. Il y a eu des rumeurs Saïs, donc le club n'a pas été inactif. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas signé? Aguerd, c'était une histoire de pognon parce qu'il était beaucoup trop cher. Pourtant, il
moi, quand il est parti de Rennes, Ah ouais, il est arrivé avec un bof de incroyable. Pierre Ménès. Il est ressorti comme vraiment. Ça nous a fendu le cœur de le voir partir parce qu'on connaissait le bonhomme, on savait ce qu'il valait, quoi. Donc, écoute, après, c'est comme ça. Mais le club a fait des choix sur le positionnement de Matic devant la défense, en sachant qu'il y avait déjà Mandanda derrière. Peut-être que ça explique aussi ce choix en fin de saison de se dire, bon, au final, on met pas de billes sur un défenseur central parce qu'on estime avoir une cohérence défensive globale. Je sais pas. Alors, on a parlé beaucoup de la défense. Un petit mot quand même sur un joueur qu'on a bien connu du côté de l'OGC Nice, qui est toujours très clivant dans la communauté. Ça fait quasiment un an jour pour jour qu'Amine Gouiri a quitté l'OGC Nice et que du coup Gaëtan Laborde a rejoint les Aiglons. Ton regard sur cette année, on va dire, civile pleine de Gouiri sous les couleurs rennaises. Et deuxième question qui va de pair, est-ce que pour toi le deal est plutôt bien pensé? Est-ce que tu as des regrets? Voilà, rapidement par rapport à ça. Je sens que ça va être. Je sens qu'il va prendre une torpille, le Amine, mais. Non, même pas. Tu Même vois, pas. même pas. D'accord. Franchement, même Ok. pas. Non. Très honnêtement, non, parce que au moment où l'échange se fait entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde, à mes yeux, on est gagnant à 1000%. À mes yeux, on est gagnant à 1000% au regard de ce que Genesio mettait en place, voulait mettre en place. Amine Gouiri reste un joueur de ballon, aussi inconstant a-t-il pu être avec Nice, quel que soit son positionnement. Ça reste un vrai tricoteur de ballon et c'est ce que Genesio aime. Et on a bien vu d'ailleurs que sur cette première année, l'adaptation de Gouiri n'a pas été forcément longue. Alors, il y a eu quelques matchs sans, mais dans la globalité, la saison de Gouiri, je la trouve cohérente. Il nous fait une saison à plus de 15 buts. Dans le jeu, ça a été très intéressant. Alors, plus en difficulté après la blessure de Martin Terrier, il n'a pas forcément pris le rôle qu'on pouvait attendre de lui. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé que c'était une saison qui était très satisfaisante pour une première saison. Et là, c'est censé être la saison de la confirmation pour Amine Gouiri. J'attends toujours le début de la saison. Voilà. Ok. C'est malheureux, mais Amine Gouiri est aux abonnés absents depuis le début de la saison. Il fait un premier match contre Metz quasi parfait. Il manque un but. Mais globalement, moi, je me suis dit, quand j'ai vu son premier match face à Metz au Roison Park, 5-1, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas. Moi, je me suis dit, on a un Gouiri qui est reparti sur les chapeaux de roue. Il lui manque juste ce petit but, mais derrière, ça va dérouler. Et puis, après, au même titre que toute l'équipe, ça s'était un petit peu effondré. Ça s'est effacé. C'est devenu progressivement fantomatique. Maintenant, est-ce que je regrette a posteriori, par exemple, l'échange? Non, pas du tout. C'est vrai qu'à ce jour, le profil de Gaëtan Laborde ferait beaucoup de bien au Stade Rennais, notamment dans l'animation défensive du Stade Rennais. Parce que Gaëtan Laborde était certes un renard des surfaces à Rennes où il a planté, mais il avait aussi un impact défensif énorme parce que Rennes, c'était ce jeu de contre-pressing, ce jeu de je ne laisse pas les défenseurs respirer. Et Gaëtan Laborde n'était pas le seul à le faire, évidemment, mais c'était l'instigateur, c'était le premier à défendre, justement, par cette qualité de pressing qu'il a, parce que ce mec n'a pas 2 poumons, il en a 8. Donc forcément, aujourd'hui, c'est ce qui manque à Rennes. Maintenant, Il a 8 fois aussi. Il a 8 fois aussi. Oui, alors ça, ça, on pourra en parler aussi, purée. Ouais. Je vois que la réputation ne se perd pas. Mais pour le coup, voilà, aujourd'hui, je ne regrette toujours pas l'échange. Mais c'est vrai qu'à ce jour, Gaëtan Laborde ferait du bien, son profil ferait du bien. Mais c'est plus un joueur de son type plutôt que Gaëtan Laborde en lui-même qui ferait du bien à Rennes. Mais je considère toujours que Rennes, avec si on prend un Laborde à 100% de ses capacités et un Gouiri à 100% de ses capacités, même si ça reste utopique comme propos, pour moi, il y a très très peu de débat. Il y a très très peu de débat. Merci Léo pour ces informations. Bon, on a parlé d'Amine Gouiri, on va parler d'un joueur en question qui jouait au poste auquel jouait Amine Gouiri, du moins pendant un certain temps à l'OGC Nice, celui d'ailier gauche. Et hier soir, on a eu quand même un match au-delà de son but, celui de Jérémy Boga, qui peut-être a réalisé son match le plus accompli depuis son arrivée à l'OGC Nice. Que ce soit contre Rennes en plus, super. Voilà, au bon souvenir de
Enfin, la dernière fois qu'il est venu à Nice sous le maillot de Rennes, il a pris un 3-0 Ouais, sec. avec un triplé de Ben Arfa. Donc bon, Ah, ça lui ça a... rappelle encore. Voilà, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Tony, Boga, c'est le genre d'ailier qui nous manquait à l'OGC Nice. Je me faisais la réflexion, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas eu une prestation d'ailier aussi forte. Alors vraiment, avec mes souvenirs à moi, j'ai le souvenir, tu vois, de Saint-Maximin, des fois, nous sortait des matchs vraiment références. Mais là, vraiment, on sent qu'il a monté le cran. On avait vu des bonnes choses sur les dernières semaines, mais là, vraiment, chaque ballon, il grignotait de l'espace. J'ai pas les stats, mais le nombre de mètres parcourus, le nombre de mètres gagnés, ballon au pied, je pense qu'il est exceptionnel. Euh, Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est vraiment l'homme décisif de ce match-là et qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation au-delà de son but? Ouais, sur Jérémy Boga, c'est vrai que quand il est arrivé à Nice, je me suis dit concrètement qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe. Parce que c'est vrai qu'il jouait à ça solo, il était un petit peu en perte de vitesse. Et tu fais bien le rapprochement avec Saint-Maximin parce que pour moi, c'était exactement ça que je voyais. Le dernier ailier qu'on a eu à l'OGC Nice qui a performé, c'est Saint-Maximin. Sauf que Saint-Maximin, je trouve qu'il avait beaucoup moins de finition que Boga, concrètement, en termes d'individualité, je trouve que Boga est beaucoup plus décisif que Saint-Maximin. Après, Saint-Maximin a fait d'énormes matchs. Il a su être décisif sur pas mal de matchs, notamment, je pense à des matchs contre Monaco ou bien d'autres. Et en fait, hier, Boga a démontré qu'il avait une palette beaucoup plus grande que ce qu'on pensait de lui en termes d'attaquant. Il est capable de passer, il est capable de dribbler, il est capable de marquer et surtout de faire la différence. Et c'est ça qu'on a besoin à Nice parce que cette saison, c'est vrai que moi, ce que j'aime par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a enfin un collectif. On a enfin un collectif. Tout le monde attaque, tout le monde défend, mais on a besoin aussi d'individualité pour pouvoir se permettre de faire des folies, d'amener un petit peu plus de vitesse dans un match, de faire la différence, comme on l'a fait dans la présentation avec Mofi. Tu crées une surprise. Boga est capable de créer une surprise, comme a pu le faire Ben Arfa à l'époque. Et je pense que hier soir, ça a été le match le plus accompli de Boga, mais je pense que ce sera peut-être pas le dernier. Ouais, c'est vrai, tu parles de créer un peu de surprise, c'est un peu ce qui manquait ces dernières semaines, Romain, à l'animation offensive de l'OGC Nice. Boga a été, j'ai trouvé, moi, à titre personnel, impressionnant parce que chaque décision qu'il a pu prendre sur ce match-là, que ce soit un dribble, une passe, un tir, j'ai pas le souvenir qu'il se soit trompé une fois, tu vois. Et alors qu'on le voyait arriver, on connaissait pas trop le joueur, on s'est dit aïe aïe aïe. Vulgairement, un poulet sans tête, un mec qui va vite, qui dribble et qui n'a pas de vista. Mais ouais, comme dit Tony, en fait, match ultra complet de Boga hier. Donc, bonne nouvelle pour lui, peut-être moins bonne nouvelle pour Sofiane Diop. À moins qu'on imagine un Sofiane Diop plus milieu droit. Ouais, le problème qu'il y a, et je crois qu'on en parlait en début de saison, c'est que tes deux plus gros transferts, c'est au même poste. Donc, c'est mes deux milieux gauche, Diop et Boga. Donc, enfin, Diop, on l'a acheté l'année dernière, mais je veux dire, c'est deux gros transferts et qui jouent au même poste à la base. Mais non, Boga, en vrai, si et je le souhaite, qu'il ait cette régularité par rapport à ce qu'il a montré contre Rennes, mais s'il est régulier comme il a montré contre Rennes et qu'il est régulier comme ça tout au long de la saison, c'est un joueur, tu le vends combien? Tu le vends 80 millions. Donc là, je pense il y a eu aussi un supplément d'âme parce qu'il a joué contre Rennes, mais après, tu vois qu'il a de la qualité. Moi, enfin, après, encore une fois, je suis pas le championnat italien, mais par rapport à ces saisons qu'il avait pu faire, tu sais il est capable de ça. Il a fallu qu'il retrouve un peu de la confiance par rapport à sa dernière saison où il a joué plus 10 que sur un côté. Mais c'est vrai qu'il a du feu dans les jambes, quoi. Quand tu vois rien que le but qu'il met contre Monaco, là, les trucs qu'il fait, au bout d'un moment, moi, ça m'a rendu fou d'ailleurs.
mais il te fait un festival sur le côté en deuxième mi-temps, il centre au point de pénalty, oh, t'as personne au point de pénalty. T'as personne au point de pénalty. Alors que c'est la bonne décision, quoi. C'est le jeu. Mais t'as les deux attaquants, je crois que c'est Laborde et Mofi, je crois, ou je sais plus, Il y mais a qui font le Boudaoui même aussi. appel. Hein. Ah ouais, bah voilà, c'est Boudaoui et Mofi alors, qui font le même appel. Donc, mais c'est vrai que hier, ouais, il doit finir avec un but, une passe D. Après, je le trouve, c'est dans la finition quand même, où je pense qu'il peut encore s'améliorer. Et l'action qu'il a au bout d'un moment où il tire, bah, c'est abusé. Même Antoine Dupont, il est jaloux du drop qu'il a pu mettre, quoi. Mais, C'est quelle action? mais en tout, il fait, en plus, il la joue trop bien. Il fait un putain de crochet. Il est dans la surface, il fait un crochet Mm. et il enchaîne avec une frappe. Ça part, hein. Oh, mais je crois que c'est passé au-dessus des filets. C'est allé dans la Des zones DSL, des lumières. carrément. Ouais. Mais, ah ouais, ouais, non, je te jure. Alors il est à 1 mètre il doit être au 7 mètres de, mais, bon, enfin voilà. Mais sinon, c'est un monstre. Si, face au bloc bas qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être un élément mais essentiel. Essentiel, il faut qu'il soit à ce niveau. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir aligner et Diop et Boga, parce que Boga, il peut te faire cette différence par le dribble, par la percussion, etc. Et Diop, rien que le bijou qu'il donne à Guessant en deuxième, c'est voilà, il arrive à éliminer 2 joueurs et à faire cette passe en profondeur, dans le bon tempo, dans la course. Enfin, et pour moi, je pense qu'il va pouvoir trouver une solution, mais il faudrait mettre les deux au moins contre des équipes censées être plus faibles, quoi. Justement, c'est intéressant que tu parles de Diop et des finisseurs. Maintenant, on parle plus d'entrants, on ne parle plus de remplaçants, on parle de finisseurs. Les entrées de Romain Perrault, d'Evan Guessant, de Morgan Sanson et de Sofiane Diop ont été déterminantes à un moment où l'OGC Nice était à 1 de moins et on va revenir sur le carton rouge de Youssouf. La rentrée de Sofiane Diop, elle est très intéressante, notamment parce qu'il il marque, allez, on va dire qu'il marque, hein, c'est pour toi Sofiane, même si ce but ne sera pas comptabilisé. Tony, est-ce que pour toi c'est une solution que d'imaginer un Sofiane Diop à un poste un peu plus inhabituel, d'ailier droit, à la faveur d'un Gaëtan Laborde qui a, on va dire, montré ses quelques limites à ce poste? Euh, Moi, Sofiane Diop, je le verrais même ailleurs que ailier, en fait. Je pense que si il fait un gros travail à l'entraînement, moi, je le verrais bien en numéro 10 pour alimenter le jeu vraiment vers les attaquants Tu changes ton et dispositif. la passe, mais tu changes ton dispositif. Après, quand on a Youssouf qui se fait expulser, Farioli change de dispositif. Je crois qu'il passe en 5-3-2, si je dis pas de bêtises. Euh, Farioli est capable de pouvoir manager son équipe différemment et s'adapter à la situation du match. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de tenter un Sofiane Diop en numéro 10. Au terme du niveau, je pense que ça serait bête de se passer d'un Jérémy Boga il est droit parce que pour moi, c'est vraiment son poste et c'est là où il performe le mieux. Sur le match d'hier, il a très peu, techniquement, sur ce qu'il produit dans la création de jeu, il a très, très peu de déchets. Après, comme dit Romain, effectivement, sur la finition, ça pêche un petit peu. Mais moi, Job, je le verrais bien numéro 10. Et déjà l'année dernière, j'aurais aimé qu'il travaille en tant que numéro 10. Mais tu mettrais qui alors à droite? Ah C'est ça le truc. ah C'est À ça. droite, tu gardes C'est, un Laborde après, qui peut tu, couvrir un Diop. ouais, Ah, au pire, tu peux faire ça. Ouais. je sais pas. Moi, je trouve que j'ai été surpris de le voir rentrer à droite. J'imaginais plus un Boga qui allait basculer sur la droite, mais il avait tellement l'ascendant sur Assignon que ça semblait logique de le voir rester, de vouloir rester à gauche. Mais il a fait une très très bonne rentrée, déterminant sur l'action menant au carton rouge de Omari.
Et en parlant de carton rouge, il faut quand même qu'on parle d'une action, d'un fait de jeu. C'est celui de Youssouf N'Daye alors que l'OGC Nice mène 1-0 et s'est procuré un certain nombre d'occasions. On se dit, aïe aïe aïe, va-t-on regretter d'avoir autant loupé? Va-t-on se faire égaliser? Et bien Youssouf a sorti la moissonneuse batteuse. Les fils se sont touchés, hein. Ouais, alors Ouais. clairement, parce que au stade, j'y étais pas, mais je pense que c'était un moment un peu de surprise. Mais il a clairement pété un câble parce que le rouge, il est totalement mérité. Ce qui est plus chiant pour nous, c'est qu'il va prendre au moins 2 matchs fermes. Alors certains vantent effectivement la cohésion, la solidarité. On ne touche pas parce que c'est suite à une faute c'est suite à un coup de Gouiri sur Boga. Il y a une histoire de vengeance. Enfin, bref. Là, on est toujours dans l'optique de se dire on a gagné le match, on est content, etc. C'est pas grave pour le rouge de Youssouf. Si on perd 2-1, on n'a pas la même lecture du match. Et je pense qu'on en voudrait tous à Youssouf comme on lui en a voulu après le match de Lorient d'avoir perdu un ballon à 35 mètres. Mais Romain, comment expliquer ce pétage de câble en fait, de Youssouf dans un moment où tu as le match en main, que tu es devant, que tu diriges tout doucement vers les 3 points et que finalement tu mets ton équipe en difficulté parce que le match là, on est content, on a gagné, mais ça aurait très bien pu tourner autrement. Je pense déjà que Youssouf, il avait les nerfs déjà rien qu'à la première minute, quoi. Moi, je pensais que Terrier, il allait y passer. Mais après, bah, écoute, tu sais, c'était quand même un match à enjeu. Tu gagnes que 1-0. Ça pousse, enfin, ça pousse. Rennes, on connaît les qualités. Mine de rien, ça joue au ballon. Et au bout d'un moment, bah, tu peux te sentir peut-être un peu lésé du fait que en première mi-temps, je l'ai pas revu, hein, mais c'est ce que tout le monde dit. Mais Mm. apparemment, il y en a un qui méritait un petit carton rouge aussi sur Thuram parce qu'il y a une belle faute. Oui. Oui, Donc oui. peut-être que dans les vestiaires, ça parle aussi. Au bout d'un moment, t'en as un. C'est qui se prend la faute juste avant l'assassinat de Ndachimie, là? La faute C'est Boga qui prend un bouchon de voilà. Gouiri, je crois. Voilà. Et donc, tu sais, peut-être qu'il y a tout ça qui rentre un peu en compte. Et c'est clair que nous, vu du stade, on voit pas que la jambe, elle est haute. Donc, on se dit, bon, carton jaune, ok, même s'il va très fort, hein. C'est impressionnant quand même dans le stade, putain, c'était impressionnant la vitesse. Mais après, quand il revient au carton rouge, on a vite regardé sur les téléphones. Waouh, quand on a revu l'action, moi, il y en avait un à côté qui disait, ouais, c'est pas possible et tout, il n'y a pas rouge. Ah, je lui ai dit, quand même, hein, il tape le genou, là. Il peut lui briser la jambe. Ah non, mais Ouais. c'est terrible. Et puis Ah Youssouf, oui, physiquement. c'est une armoire. Et c'est sur le fait, non, la faute? Oui, c'est sur le fait. Et Ouais. en plus, c'est sur le fait, Ouais, quoi. ouais, le gabarit. Mais donc non, après, ouais, ce qui est frustrant, c'est qu'il fallait siffler avant. Mais, mais après, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un jeune joueur, hein, encore lui aussi, hein. Et au bout d'un moment, bah, mine de rien, ça faisait depuis un long moment qu'il s'était plus pris de carton jaune. Je crois il passait les 10 matchs il était à 2 cartons jaunes, et je crois que là, C'est son tout premier carton rouge en carrière. Et c'est vrai lorsqu'il arrivait à l'OGC Nice, on avait regardé sur ses matchs en Turquie, il prenait énormément de jaunes. Et je crois qu'à Nice, j'ai pas le souvenir qu'il ait été suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Donc, non, je crois pas. Là, regarde, il en avait pris 2 en 11 matchs. Bon, là, il s'est pris un rouge en plus. Mais bon, après, c'est comme ça. Tu sais, t'as la pression aussi, hein. Tu joues la première place. Tu sais que tu fais un trou si tu bats Rennes. Il y a tout, hein, qui peut se mélanger un peu dans sa tête. Et bah, après, on aura Rosario, hein. alors justement, tu fais bien d'en parler. Tony, Ouais, je sais, Tony, toi, c'est pour la transition. Tony, justement, Youssouf, suspendu contre Montpellier, suspendu au match prochain, potentiellement un troisième match également. La solution, c'est quoi pour toi dans l'optique où on va garder ce dispositif de 4-3-3 avec une pointe basse? Qui tu imagines remplacer poste pour poste Youssouf? Ouais, en fait, tu as t'as la solution de dépannage, ce que fait Rosario depuis déjà l'année dernière. Euh,
et ce qu'il a pu faire en début de saison, tu peux le mettre à la place de Youssouf. Après, tu peux aussi te dire de faire entrer, enfin de déplacer un Boudaoui ou un Thuram et mettre un Sanson devant. Ça peut être une solution. Euh, Après, Rosario, sur le point de vue défensif, il fait de l'excellent travail. Donc, je vois pas pourquoi on mettrait quelqu'un d'autre. Euh, Éviter de faire du bricolage comme on a pu faire pendant des années aussi. Même sous Lucien Favre, la deuxième saison, il fait avec nous, même avec Galtier aussi. Rosario, ça peut être la meilleure solution. Après, franchement, moi, comme il dit Romain, c'est vrai, tu as l'enjeu, tu restes premier si tu gagnes, mais à ce niveau-là du terrain, il n'y a pas de danger. T'as pas, pour moi, il n'y a pas à faire ce geste qu'il ne maîtrise pas du tout. C'est surtout ça. Tu fais ça à l'entrée de la surface de réparation, tes derniers défenseurs, il n'y a aucune autre solution, sinon après il file au but. Pourquoi pas? Mais là, à ce niveau-là du terrain, j'ai vraiment pas compris son raisonnement en fait. Mais après, quand tu es dans le fait de jeu et qu'il faut y aller au charbon, effectivement, peut-être qu'on l'aurait tous fait pareil. Ouais, c'est questionnant. Après, bon, est-ce que c'est une répercussion aussi, effectivement, d'une certaine frustration, de l'enjeu aussi, toute la dimension psychologique aussi qu'on ne peut pas cerner autant au stade qu'à la télé, c'est tout à fait possible. Mais on reste sur le prochain match, juste pour imaginer. C'est vrai que Rosario a cette capacité aussi de coulisser dans l'axe comme le fait Youssouf Ndayishimier. Seulement, Rosario dépanne déjà actuellement à droite. Ça sous-entendrait que Rosario bascule à ce poste de numéro 6, qu'il libérerait une place. La place, normalement, elle est octroyée à Antoine Mendy, en théorie, qui revient de blessure. Romain, est-ce que tu imagines un Antoine Mendy démarrer au poste de latéral droit à Montpellier? Absolument pas. Absolument pas. Et pour moi, ce sera Rosario et le retour de Lotomba. Ah, Lotomba éventuellement de retour à Montpellier. Moi, je pense. Normalement, oui. Ouais, moi, je pense. Et Rosario, pour moi, c'est le plus apte à prendre ce poste. Il a joué défenseur central. Il a joué milieu. Et là, on lui demande de jouer milieu et de t'insérer entre les deux centraux. Mais qui tu veux mettre d'autre? Boudaoui, il te sert trop offensivement. Tu le vois sur les deux derniers matchs. Putain, au bout d'un moment, il était en position d'ailier droit et 30 secondes après, il est en position bientôt de défenseur gauche. Ah, c'est à la 70e minute. C'est un truc de fou. Alors, Mais le seul problème moi, je quand vois même, que c'est Rosario à la relance. Moi, ça me fait quand même un peu peur parce que c'est dans un contexte défensif, de me dire il va intercepter les ballons, il va gagner des duels, il va gagner des duels aériens aussi, d'accord. Mais Youssouf, justement, son progrès depuis le début de saison, c'était d'être calme avec le ballon, de tourner à droite et à gauche. Ou alors il faudrait éventuellement qu'un Boudaoui redescende un peu plus et vienne le suppléer un peu à la relance. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait imaginer? Moi, moi, je pense, de toute manière, pour moi, il y a que ça. Tu peux pas mettre un Antoine Mendy. Pour moi, Antoine Mendy, il a trop les pieds carrés. Ça peut être un bon jeune, mais non, mais c'est vrai. En plus, moi, je l'ai connu en 17 et c'est un très bon jeune, mais très gentil et tout, mais tu peux pas lui demander de s'adapter au jeu de Farioli. Il Enfin, il a trop de manque au niveau technique, au niveau passe, au niveau contrôle. À tout moment, ça peut partir de mettre au-dessus de la tête. Après, quand on voit l'évolution de Barre, pourquoi pas dans le futur. Mais pour moi, je trouve que Mendy, il y a trop de manque, en tout cas pour le moment. C'est, ça, pour moi, ça peut paraître compliqué. Hmm. Après, peut-être que je fais fausse route, hein. Peut-être que la semaine prochaine, il va te mettre Rosario ou Sanson, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, d'un œil de supporter, je le verrai comme ça, en tout cas. Léo, selon toi, jusqu'où peut aller l'OGC Nice? Est-ce qu'on n'assisterait pas à la résurrection du Montpellier 2012, du Lille 2021, ou est-ce qu'on a affaire
à une équipe candidate pour l'Europe. Est-ce que, déjà toi, ton regard de l'extérieur par rapport à ce que tu peux saisir et capter de l'OGC Nice et sur la saison, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir d'autres matchs Si. du gym, jusqu'où peut aller cette équipe selon toi d'un point de vue extérieur? Forcément, elle peut aller loin déjà quand on a une base aussi solide défensivement que la vôtre, et puis c'est pas la première année qu'on le constate, ça peut forcément aller loin. Maintenant, j'émets quand même des doutes sur la continuité et la régularité dans le secteur offensif. Ça s'est bien passé hier, mais j'ai pas été, j'ai vu quelques matchs de Nice depuis le début de la saison et j'ai rarement été aussi séduit que hier, on va dire. Même si, à mon sens, hier, c'était pas non plus collectivement transcendant à mes yeux. Euh, euh, c'est compliqué parce que la vérité d'aujourd'hui, c'est jamais celle, enfin la vérité d'un jour du jour n'est jamais celle du lendemain. Et j'ai pas envie non plus de passer pour un con pour qu'au final, dans 6 mois, Non, le GC Nice se retrouve dans la 9e place. Mais bon, allez, de toute façon, c'est toujours sympa de se mouiller. Mais je pense que le GC Nice a de belles chances ouais, de tenir top 5-6 de Ligue 1. Maintenant, m'avancer en disant que le GC Nice est un candidat au titre, je pense que, parce qu'on le voit, hein, on le lit, même ça a été affirmé d'ailleurs dans l'after, hein, que Nice allait finir podium. Hein, je ne sais plus qui a sorti ça, mais que vous connaissez déjà selon la dite personne le podium de Ligue 1 Riolo. avec. C'est Riolo qui a dit ça, avec le PSG, Monaco et Nice, dans des ordres inversés évidemment. Je vois pour l'instant difficilement Nice se maintenir à ce niveau-là parce que pour moi, ça manque peut-être d'un petit peu de folie offensive. Maintenant, si Nice arrive à trouver une régularité comme ce qu'on a pu voir hier avec Boga qui s'inscrit dans la continuité, Mofi qui est impactant aussi plus régulièrement, parce que à mes yeux, Mofi reste une pierre angulaire du système de Farioli. Euh, pourquoi pas accrocher effectivement un top 5 et peut-être plus. Mais je vois difficilement Nice quand même aller accrocher la deuxième ou troisième place. Mais le top 5, oui, pourquoi pas, ça me surprendrait pas du tout. alors Tonissa, est-ce que si l'OGC Nice n'est pas européen à la fin de saison, c'est un échec? J'aime bien poser ces questions. Ça vous met dans la sauce, vas-y, débrouille-toi de ça. Euh, alors, franchement, au vu des 11 premiers matchs, j'ai envie de te dire que si on n'est pas européen la saison prochaine, ça serait un échec. Après, il faut voir de là où on revient par rapport à la saison dernière, où tu repars sur un nouveau coach, un énième nouveau coach, une équipe qui est plutôt fébrile. Tu sais pas trop dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit ils vont aborder la nouvelle saison, comment ils vont tenir tout au long de la saison, parce que c'est quand même un rythme qui est quand même soutenu. Tu as aussi les trêves internationales, où quand même il y a beaucoup d'internationaux à Nice, donc ils n'ont pas forcément de pause non plus. Moi, par rapport à la construction, la reconstruction de l'équipe, si on ne finit pas européen la saison prochaine, pour moi, c'est pas un échec. Par contre, il faut que le travail qu'on effectue actuellement ne soit pas remis en question euh, avec encore des changements qui sont trop, pour moi, qui sont trop durs et que l'équipe n'arrivera pas à assumer et les joueurs, le staff et tout ça derrière n'arriveront pas à assumer. Il faut qu'on continue, qu'on soit dans la continuité du travail qu'a pu faire dans les autres saisons, par exemple Puel. Derrière, on a été dans la continuité avec Lucien Favre. Et là, c'est ce qu'il faut faire avec Parioli. Donc pour moi, vraiment, c'est pas un échec. Ça serait une très belle récompense de faire l'Europe, par contre. Mais il faut que derrière aussi, on ait les moyens qui nous soient donnés par Ineos et qu'on ait l'équipe qui puisse disputer Ligue 1, Europe et Coupe de France. Ouais, je pense que on va capturer cet instant vidéo et l'envoyer directement aux dirigeants et au board de l'OGC Nice. Mais je suis, à titre personnel, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Tony. Romain, ton top de cette rencontre,
on va dire ton homme du match, le joueur que tu C'est souhaiterais facile, là. mettre en avant. Bah, la Euh, complexité, c'est pour les deux autres d'en trouver un autre, hein, après. euh, euh, par contre, juste un truc, pour moi, c'est un échec si on n'est pas européen. Parce que quand il y a le sixième à 10 points, au bout d'un tiers de championnat, et quand tu as des Marseille à 12 points, Lens à 12 points, Rennes à 13 points, je crois. Franchement, si t'es pas européen, c'est que vraiment tu l'as fait exprès. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Par contre, en début de saison, j'aurais tenu un autre discours. Mais là, aujourd'hui, et quand tu vois comme c'est quand même cucu, hein, Oui, mais les équipes, hein. ce que dit Tony quand même, c'est assez juste. C'est-à-dire que dans le Oui, contexte du mais bien projet, sûr, bien sûr. c'est pas une folie que de se dire qu'on Mais n'est pas européen en fin de saison. non, exactement. Mais avec le début de saison que tu fais là, attends, tu as toutes les statistiques qui te donnent, avec les points qu'on a pris, etc., que tu es obligé de finir dans les trois premières. Enfin, obligé. Dans les 10 dernières années ou les 12 dernières années, les clubs qui ont eu autant de points à ce stade du championnat, ils finissaient dans les trois premiers. Tu as 4 matchs en moins à jouer comparé à l'année dernière, enfin, ou aux autres années. T'as pas de Coupe d'Europe. Attends, t'as Hmm. tout qui est réuni. T'as tout qui est réuni. Le seul truc qui peut te niquer un petit peu, c'est les blessures. Pour l'instant, on touche du bois. T'en as pas, hormis le cas, qu'on a eu à Tal. Mais sinon, t'as pas de grosses blessures. Euh, mais ouais, quand tu fais ça, et tu me dis, tu finis septième alors que t'avais, 10 points d'avance sur le sixième, hein, au bout de 11 journées en battant Paris, Monaco, Marseille, Rennes. Au bout d'un moment, tu me dis, non, moi je signe pas. Tant qu'on Mais ne en tout cas, recrute bon, pas Bassem Srarfi et Mounir Obadji au mercato hivernal, tout va bien, Romain. exactement, exactement. Ton Euh, top, donc, ton homme du match. Boga. Non, même pas, c'est trop facile. Boudaoui. Ah, intéressant. Euh, j'ai beaucoup aimé son activité. J'aimerais savoir combien il a couru, de bornes hier. Mais j'aime trop ce joueur en fait. J'aime beaucoup ce joueur. Et au fil des entraîneurs, les entraîneurs passent, mais au final, ils en reviennent tous à la même conclusion. Boudaoui doit être dans le 11. Point. Et, C'est un et peu j'ai passé aimé. inaperçu, mais il a bench Sanson hier soir, hein. Ben, bien sûr. C'est, et tu verras que pour moi, Boudaoui, il est meilleur offensivement que Sanson. Bah déjà, il a scoré 2 buts et 2 fois, et il était pas loin de la troisième. Donc, pour moi, voilà, moi c'est mon top parce que il a cravaché pour revenir et passer devant Sanson en sachant le début de saison qu'il a fait, etc. Bah voilà, fallait avoir le mental, il a le mental et c'est mérité. Et voilà, j'espère qu'il va rester, longtemps dans le 11. Et juste pour clôturer sur Boudaoui, il a une marge de progression dans les 30 derniers mètres, pour moi, qui est Mm. faramineuse. C'est-à-dire que s'il arrive à travailler justement cette vista, de travailler sa frappe de balle, enfin, je veux dire, être beaucoup plus impactant dans les derniers 30 mètres, mais je Mm. pense qu'on n'est pas prêt au joueur qui peut devenir. Mm. Tony, D'accord. ton homme du match. Eh, t'as Romain qui a dit Boga et Boudaoui, c'est vrai que Il a dit Boudaoui, ça aurait été le joueur que j'aurais il est resté donné. sur Boudaoui, hein. Ouais, ben écoute, c'est quoi, je vais pas dire Boga aussi pour pas choisir la facilité. Mais moi, franchement, il y a un joueur qui, depuis quelques semaines, qui m'impressionne et qui a beaucoup changé, c'est Melvin Barr. Et vraiment, encore hier, il fait un match qui est énormissime, offensivement. Euh, Défensivement, même si des fois, tu as quelques déchets, il va toujours euh, ne pas lâcher le porteur du ballon. Quand il perd la balle, il va essayer de la récupérer, de relancer l'équipe. Euh, c'est un Melvin Bard que je ne reconnais pas par rapport à l'année dernière ou à la deuxième partie de saison sous Galtier. Euh, je ne sais pas si c'est l'effet Farioli, je ne sais pas si c'est lui qui. Parce que tu le prends sur les matchs de préparation. Après, les matchs de préparation, attention, c'est toujours très compliqué d'analyser et de te dire que tu repars sur une saison en te basant sur les matchs de prépa. Mais sur les matchs de prépa, il n'était pas du tout au niveau. Et là, en quelques semaines, il a su redresser la barre, j'ai envie de te dire. Et vraiment, moi, on va dire, c'est peut-être pas l'homme du match, mais en tout cas, la grosse surprise. Et
enfin, pour l'aider à vraiment qu'il continue dans cette lancée-là, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de féliciter Melvin Barr. Et ça fait du bien d'entendre du positif sur un joueur qui a cristallisé bon nombre de critiques Ouais. depuis son arrivée au club. Léo, dans le marasme, enfin, est-ce qu'on peut parler Hmm. de marasme rennais, je ne sais pas, mais voilà, quel est ton joueur ou tes joueurs que tu souhaiterais mettre en avant après ce match? Eh ben, j'hésitais entre deux joueurs. Je vais pas citer Boga non plus, hein. On va pas échapper à la règle, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça pourrait pas être trop facile, mais moi, il y a deux joueurs qui m'ont séduit, un peut-être un peu plus que l'autre. Je pensais à Todibo et je pensais à Bulka. Bulka, qui est dans la continuité de son début de saison, où il est certainement un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien de la Ligue 1 actuellement, à mes yeux. Il l'a montré encore une fois hier soir. Il y a eu effectivement peu de tranchants de la part des Rennais, mais il y a eu deux, trois ballons, notamment je repense à cette frappe, je ne l'ai plus en tête, je ne sais plus si c'est Blas ou Bourigeaud qui nous fait une Bourigeaud. frappe entrée de surface. C'est Bourigeau, Bourigeaud. c'est la frappe de Bourigeau qui nous fait une frappe entrée de surface qui vient taper le nez d'une taupe. Et Boulka nous gratifie d'un magnifique réflexe. Forcément, on le dit toujours, hein, si, si celle-ci va au fond, la physionomie du match n'est plus la même. Donc, rien que pour ça, mais pour d'autres interventions qu'il a pu faire pendant le match, hein, même si elles n'ont pas été forcément nombreuses, Boulka a fait une prestation très solide à mes yeux, 4 ou 5 arrêts quand même. Mais sinon, celui qui m'a beaucoup plu, c'est Jean-Claire Dibaud. Il confirme, malgré son jeune âge, hein, que ça reste un élément indéboulonnable du collectif niçois, un défenseur central impressionnant. Il a encore été ultra propre dans ses interventions hier. Il a dû gagner 80 ou 90% de ses duels. À la passe, à la ressortie de balle, il a été aussi ultra propre. Il y a eu à tout péter, les 3 ou 4 ballons perdus, 3 ou 4 passes manquées. Mais j'ai vu un match tellement propre de Jean-Claire Todibo. On pourrait mettre Dante dans le même panier, hein. Les deux ont été ultra solides. Vraiment, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Donc, soit je ressors Jean-Claire Todibo individuellement, soit je ressors la doublette niçoise en défense centrale. Mais après, est-ce que je suis surpris? Ça Non. Depuis le début de la fait, saison, ça pas fait 3 spécialement. ans. Ça fait 3 ans véritablement que ça Voilà. dure, hein. Objectivement, c'est assez fou et ça se bonifie avec le temps. Et on l'a redit, enfin, on l'a dit ici, mais on va le redire à la base. Je m'en veux de ne pas l'avoir cité. À la base du premier but de Boga, il y a une transversale de Jean-Claire Todibo. Mm. Et le travail et le progrès qu'il a fait dans le jeu long, le jeu court aussi, mais particulièrement le jeu long, est assez impressionnant. Et lorsqu'on voit la courbe de progression de Melvin Barr, lorsqu'on voit la courbe de progression de Youssouf Ndayishimier qui joue un poste auquel eh bien, il n'avait pas joué l'année dernière. Il jouait soit en défense centrale, soit en numéro 8. C'était Boudaoui qui jouait 6. Lorsqu'on voit la progression de la charnière centrale, de Marcin Bulka, enfin, c'est assez impressionnant de voir voilà, Evan Guessant aussi, on peut citer. Mais c'est assez impressionnant. On parlait des duels gagnés. C'est Léo que tu parlais des duels gagnés. Sur le match, on est à 58% de duels gagnés pour l'OGC Nice et 42. Donc quasiment 6 duels sur 10 ont été gagnés par l'OGC Nice, enfin par un joueur de l'OGC Nice. Alors, je ne vais pas citer Boga, même si je pense qu'on en a dit suffisamment, mais je vais citer un joueur qui a été pas mal égratigné ici par rapport à ses prestations, c'est eh bien Terem Offi. Moi j'ai adoré le match de Terem Offi, voilà, je le dis. Comme je l'ai tweeté, quand c'est pas bon, on le dit, quand c'est bon, on le dit aussi. Et le match de Terem Offi, certes, entre guillemets, il a qu'une passe décisive, hein, mais alors dans le jeu de haut but, et c'est là où on l'attendait, il a été très intéressant. Lorsque Rennes, surtout en première mi-temps, a été haut et a tenté de bloquer la relance, ce qui a marché, puisque je crois qu'on perd 2 ballons chauds de mémoire, Dante en rate un. Mofi doit être euh, trouvé, doit être utilisé dans ce registre-là où on se dit, on renvoie un ballon à mi-distance, comme ça il nous fait gagner du terrain, il nous permet aussi de monter un peu le bloc, de dévier, de jouer au dos au but, et je trouve qu'il a particulièrement bien réalisé. À chaque fois qu'on regarde l'OGC Nice, enfin je sais pas vous, Tony et Romain, j'ai toujours un peu de frustration quand je vois Mofi, je me dis mais putain il est bourré de qualité, on sait qu'il n'est pas très très copain avec le ballon, mais hier soir honnêtement, j'ai pas eu de réaction de frustré en fait, parce que je trouvais vraiment que
il a été très très intéressant et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Voilà, concernant Terem Moffi. Non, mais je suis d'accord. Un petit point stat aussi pour terminer. Pour les personnes qui passent et qui voient peu l'OGC Nice ou qui regardent l'OGC Nice mais jugent les matchs avec leur cul, hein, désolé de parler comme ça. Hier soir, la hauteur moyenne d'intervention, enfin de manière générale, hein, c'est surtout les matchs, la hauteur moyenne des interventions défensives de l'OGC Nice est à 48 mètres. Donc vous imaginez un terrain, vous imaginez la ligne médiane, c'est l'endroit où l'OGC Nice récupère le ballon. Donc non, le gym ne joue pas bloc bas. 37 ballons touchés hier soir dans la surface adverse. 15 tirs, dont 12 dans la surface adverse. Je remercie Cédric Rocancourt pour les stats. Voilà, c'est une équipe qui ne joue pas bloc bas et qui joue réellement haut. Voilà, que ça plaise ou non. Voilà, c'était le petit message. Je m'excuse d'avoir terminé là-dessus, mais c'était important. Sur ce, messieurs, eh bien l'émission touche à sa fin. Un grand merci à tous les trois d'y avoir participé. Romain, l'habitué, le totem un peu de l'émission, merci à toi. On te retrouve très bientôt. Le revenant. L'énième revenant. Tony, Ouais. c'était un grand plaisir pour ta venue enfin depuis le temps que l'émission existe. Je t'avais contacté très rapidement, mais en tout cas, bonne continuation à toi sur YouTube. Allez checker la chaîne YouTube de Tony Sa qui fait des débriefs et qui va être de nouveau présent assez régulièrement. N'hésitez pas à aller le soutenir et aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et Léo, eh bien, Merci beaucoup. bonne continuation au Stade Rennais, à Radio Roison et à Rouen Central. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Avec plaisir, bon courage pour ce match retour contre le Panathinaikos cette semaine. On soutient ici les équipes françaises en Coupe d'Europe, sauf Marseille, bien entendu. Messieurs, passez une très bonne soirée. Merci au chat d'avoir été présent. On se retrouve très très vite dès vendredi soir pour Montpellier-Nice. Ciao et puis passez une bonne soirée. Salut.